Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est un spécialiste de la Russie, historien, éditeur, essayiste également. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Et l'un des grands spécialistes de la Russie et du monde orthodoxe, historien, théologien, auteur de livres qui a marqué les esprits, nos auditeurs le connaissent, l'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski. Pour comprendre ce qui se joue dans cette guerre, une lecture culturelle, spirituelle et théologique est nécessaire. Les peuples russes et ukrainiens sont très proches de ce point de vue, surtout à l'Est. Jean-François Colosimo, Poutine a-t-il cru que parce qu'il partageait ces peuples, parfois les mêmes langues, les mêmes cultures, eh bien, les Russes n'allaient pas être vus comme les envahisseurs, les agresseurs? Poutine a une politique religieuse, n'est-ce pas? Cette politique religieuse, elle repose sur l'orthodoxie, qui est effectivement non seulement la confession majoritaire des Russes, mais des peuples alentours, et particulièrement des deux pays qui l'occupent, dont il ne conçoit pas qu'il puisse être un jour indépendant, le Bélarus, la Biélorussie et l'Ukraine. Voilà. Cette politique, c'est quoi? C'est que l'Église va servir de substitution au Parti communiste et que la foi chrétienne va servir de substitut à la croyance communiste. À partir de ce moment-là, il instrumentalise. Évidemment, il se montre en grand croyant, on le voit filmé lors des grandes fêtes avec de la piété, etc. Évidemment, c'est une façade, c'est une instrumentalisation, puisque en fait, ce qu'on appelle le retour des religions, c'est le réemploi, souvent par les tyrans, du fonds religieux, parce que le fonds religieux permet de réarmer. Il permet de réarmer moralement, il permet de réarmer aussi militairement. Donc de ce point de vue-là, que fait Poutine? Il s'appuie sur le patriarche de Moscou, patriarche de toutes les Russies, qui est la seule institution russe aujourd'hui qui couvre encore l'ex-territoire de l'Union soviétique. Et ce patriarche de Moscou, eh bien, il a ses succursales avec ses vice-présidents, ses évêques, à Kiev, à Minsk, mais il couvre aussi des pays baltes, au Kazakhstan, tout ce qu'il reste de présence de ce qu'on appelle les pieds rouges, les Russes laissés de côté par la chute du communisme. Donc, Poutine considérait que les Russes, ethniquement ou linguistiquement russes, de même que les orthodoxes, et l'orthodoxe c'est 70% des Ukrainiens, après on a une quinzaine, 18-20% plutôt de catholiques qui se partagent en plus entre des catholiques latins, ceux qu'on connaît ici, quand on va à la messe, n'est-ce pas? Et puis des catholiques qui étaient anciennement, primitivement orthodoxes, qui ressemblent aux orthodoxes dans leur culte, dans leur rite, mais qui sont ralliés au pape depuis le XVIe siècle. Donc Poutine pense qu'il est en terrain conquis parce que il parle la langue des Ukrainiens, supposée, le russe. Non, il y a une langue ukrainienne, ça il l'oublie. Il parle la langue spirituelle, l'orthodoxie, si ce n'est que l'orthodoxie, elle est divisée, et particulièrement divisée depuis qu'il intervient au Donbass, parce qu'il devient de plus en plus difficile pour les Ukrainiens d'être à la fois ukrainien et orthodoxe, en ayant en fait leur autorité spirituelle à Moscou, Moscou qui sème le désordre et qui veut briser l'Ukraine. Et là, avec l'invasion, ça éclate. Et il perd tout. Oui. Il perd tout soutien de la part des orthodoxes. C'est important, Jean-François Colosimo, cette mosaïque spirituelle et religieuse pour comprendre ce conflit. Mais dans les discours de Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. Au début des années 2000, il faut dire les choses. L'Ukraine était divisée entre pro-russes et pro-européens. L'Ukraine, c'était une sorte d'Est-Ouest. Aujourd'hui, Poutine a-t-il sous-estimé comme on l'entend? Est-ce vraiment la réalité? Est-ce qu'il a sous-estimé l'existence d'un peuple ukrainien, d'une langue ukrainienne, d'une culture ukrainienne? Mais il ne les a pas sous-estimés. Il les méprisait? Il les a niés. C'est une constante russe de considérer un peu les Ukrainiens comme des petits frères qu'il faut encadrer, à qui il faut expliquer la vie, qui n'ont pas de destin propre. Mais là... Poutine a poussé cette vision jusqu'à la guerre fratricide, n'est-ce pas? Puisque, quand même, la grande contradiction pour les jeunes Russes qu'il envoie mourir face aux soldats ukrainiens, c'est de leur dire « vous allez vous occuper de vos frères en les tuant ». Cette contradiction-là, les Russes sensés, mais l'éprouvent de manière très violente dans leur intérieur. Ça ne tient pas, n'est-ce pas? C'est valable pour toute l'Ukraine, expliquez-nous Jean-François Colosimo. Est-ce que au Donbass, ils sont russophones, ils sont ukrainisés aussi si je puis dire, mais en gardant des liens extrêmement étroits avec Moscou, est-ce qu'ils sont sur la même ligne que l'Est ukrainien? Alors l'Ouest, c'est-à-dire proche de la Pologne,
puisqu'en fait, on est sur une ligne qui part de Riga, dans les pays baltes, vous voyez la mer Baltique, qui va descendre jusqu'à la mer Méditerranée, en Croatie, à Split. Cette ligne, c'est la ligne sur laquelle s'opposent les missionnaires carolingiens, Charlemagne, latins, qui sont les futurs catholiques, et puis de l'autre côté, ceux qui viennent de Constantinople, la deuxième Rome, aujourd'hui Istanbul, mais qui a été longtemps le centre de l'Empire byzantin, les Byzantins, les Grecs futurs orthodoxes. Ça va diviser l'Europe. Cette division, elle va jamais être surmontée jusqu'à aujourd'hui, sauf que peut-être Poutine est en train de nous aider à la surmonter, n'est-ce pas? Involontairement, bien sûr. Cette division, elle sépare les Tchèques des Slovaques. Vous avez vu, la Tchécoslovaquie, ils n'ont pas arrêté de vouloir s'unir, ils se sont désunis. Les Tchèques, ils sont quoi? Eh ben, ils sont plutôt catholiques, les Slovaques sont plutôt orthodoxes. Et puis ça sépare les Croates et les Serbes. Les Croates qui sont catholiques avec l'alphabet latin, les Serbes qui sont orthodoxes avec l'alphabet cyrillique, l'alphabet slave. Mais c'est le même peuple, c'est la même langue, et ça donne une guerre dès que la Yougoslavie, en fait, sort du communisme. Donc, il y a des mémoires blessées des deux côtés, parce que selon le pivotement des empires, les orthodoxes étaient obligés de devenir catholiques, les catholiques étaient obligés de devenir orthodoxes. Cette ligne, elle passe par Kiev, donc vous avez un ouest qui est proche de la Pologne, qui est catholique, c'est le bastion des catholiques. Après, dès qu'on va vers le centre, leur pourcentage diminue, et dans l'Est, il n'existe plus. On est vraiment dans le monde orthodoxe, et qui plus est, proche de la frontière actuelle de la Russie, et qui plus est, plutôt ethniquement et linguistiquement russe, pour autant que ça veuille dire vraiment grand-chose, parce que en Ukraine, les ethnies, les cultures sont à foison, n'est-ce pas, hein? Bon. Donc, Poutine pensait qu'il avait là l'instrument de sa volonté de puissance. Mais il n'avait pas été attentif à un fait. C'est que dans cette autre Europe, là, cette Europe orientale, cet autre Orient, cet autre Est, hein, comme au Proche-Orient avec ses mosaïques. Mais de toute façon, les Grecs, ils avaient adhéré à l'Union européenne. Les Bulgares, ils avaient adhéré à l'Union européenne. Les Roumains, ils avaient adhéré à l'Union européenne. Et les Serbes veulent adhérer, les Monténégrins veulent adhérer. On parle là que de peuple orthodoxe, n'est-ce pas? Ce qui veut dire au passage que la fameuse théorie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations ne fonctionne pas. Et pourquoi elle fonctionne pas? Alors déjà, bon, les musulmans ne sont pas d'accord avec Huntington, puisque le combat entre les chiites et les sunnites, ça donne pas une image d'un bloc, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Donc déjà, on voit bien qu'il y a une complexité du monde derrière les affichages d'étiquettes religieuses, et les blocs slavo-orthodoxes que Huntington voyait comme le challenger du bloc occidental, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, ça ne marche pas plus. Tout est remis en cause. C'est pour ça que c'est passionnant, et je l'espère pour nos auditeurs, Jean-François Colissimo, de vous écouter ce matin. Je vous amène sur un autre domaine. Certaines voix, et je le dis avec prudence, tout en condamnant sans appel l'invasion russe, sans appel, veulent expliquer aussi ou éclairer par le passé les raisons d'une telle guerre. Dans l'antériorité, dans l'histoire, rien ne justifie ce qui est en train de faire Poutine. Elle n'est que de la responsabilité de Poutine, certes. Mais est-ce qu'on peut s'interroger sur les ferments de cette guerre sans être du tout ni poutinophile, ni trouver des raisons ou des justifications à cette guerre? La question, c'est que, en fait, vous voyez, Poutine a préparé l'invasion par l'interdiction, l'arrestation, l'emprisonnement de toute voix dissidente en Russie. C'est une hécatombe. Une hécatombe avec des législations particulières. Aujourd'hui, si vous dites le mot guerre, c'est interdit, vous risquez jusqu'à 15 ans de prison. D'ailleurs, vous savez que les Russes se sont toujours débrouillés par des blagues face à leur malheur. La blague qui court aujourd'hui à Moscou, qui court, le bouche à oreille, parce qu'on l'a dit pas trop fort, c'est que bientôt on va retirer Tolstoï des librairies et réimprimer Guerre et paix en disant opération spéciale et paix. Donc, nous sommes quand même face à une maximalisation du mal. Cette maximisation du mal, qui est cette affirmation solitaire de volonté de puissance, accompagnée de menaces nucléaires qui bouleversent tout de même véritablement l'ordre du monde, vous voyez, tant que Poutine, selon la théorie très russe de l'étranger proche, parce que sinon la Russie, c'est un espace vide, n'importe qui peut s'emparer de Moscou, Napoléon l'a fait, Hitler a failli le faire, donc les zones tampons, la Géorgie, la Crimée, bon, tout ça se passait quand même assez violemment, mais quand vous étiez un observateur froid,
vous pouviez discerner des logiques, en tout cas les comprendre. Là, c'est totalement illogique. Il est en train de perdre, c'est un suicide. Il arrive au résultat inverse de ce qu'il voulait. Mais comment vous l'expliquez, Jean-François Colosimo? Voilà quelqu'un qui avait été décrit quand même comme ce n'est pas le dernier des stratèges. Et depuis qu'on vous écoute, là, on a compris en fait, on aboutit à tout l'inverse de ce qui est prévu. Il a renforcé le patriotisme ukrainien, il a montré qu'il y a une nation ukrainienne. Bon, est-ce que l'Europe puissante politique est née? Il faut l'espérer. Il a réarmé l'OTAN. Comment expliquer qu'un stratège comme lui, malgré tout, même s'il était irrationnel, soit arrivé à de tels résultats pour le moment? Vous connaissez le vieil adage des anciens, enfin Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Je crois qu'il y a tout moment un moment de bascule. C'est 22 ans de pouvoir. 22 ans de pouvoir, c'est 8 ans de plus que François Mitterrand, par exemple, pour la France, il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas, qui déjà était 2 septennats, c'était quelque chose de... Il y a la crainte de l'avenir, il y a la crainte sur sa propre vie, la crainte d'être renversé. On émet l'hypothèse d'une maladie de type neurodégénérative, type parkinsonien. Il y a la volonté de solidifier son héritage avant d'obliger son successeur. Et puis, ça faisait longtemps que ça courait. Et puis, il s'est dit qu'il y avait une fenêtre de tir parce que Biden paraissait pas très fort à Washington. Johnson était empêtré à Londres. L'Allemagne, nouveau chancelier. Voilà, Merkel partait et la France rentrait en campagne présidentielle. Ça veut dire qu'il y a peut-être un moment qui a été choisi. Ce projet-là était peut-être dans sa tête depuis très longtemps, mais le moment n'est pas apparemment anodin. Non, je pense qu'il a profité, encore une fois, mais c'est ce qu'il a fait depuis 22 ans. Il a marqué des points considérables par rapport à la réalité de la Russie. La réalité de la Russie, c'est un géant nucléaire, mais c'est un nain économique. C'est le PIB de... Enfin, un nain, on se comprend, enfin, je veux dire, par rapport à l'image qu'on s'en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est le PIB d'un petit pays européen, enfin... donc, je pense qu'il a marqué des points en Syrie. Vous voyez, il s'était imposé en Syrie. Il vient de nous bousculer au Mali. Tout ça, c'était l'affrontement des puissances, mais c'était assez compréhensible. Mais là, c'est un saut dans le vide. Un saut dans le vide. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce sujet. Dominique de Villepin, là encore, sans jamais trouver aucune raison à ce qui est fait en Ukraine, dit que Poutine ne fait plus confiance aux Occidentaux, Jean-François Colosimo, parce que il y a eu 99 le Kosovo, intervention militaire sans l'aval du Conseil de sécurité. Il y a eu les États-Unis en Irak, avec la fameuse fiole sur les armes de destruction massive. Il y a eu la crise libyenne. On a outrepassé le mandat. Est-ce que cette litanie de ce qui s'est passé... Non, mais il est fort de nos faiblesses et il prend prétexte de nos fautes. Et nous avons des fautes. On ne va pas retomber dans un manichéisme du tout blanc, tout noir, n'est-ce pas? Mais enfin, Dominique de Villepin devrait être mieux informé. L'absence de confiance de Poutine à l'égard de l'Occident commence le jour où le jeune Poutine entre au KGB. Enfin, je veux dire... donc, cette comptabilité des torts, si vous voulez... Elle ne vaut pas au moment où les femmes et les enfants d'Ukraine et les vieillards sont sur les routes et fuient les bombes. Nous sommes dans quelque chose d'irrationnel, il y a un seul agresseur. Il faudra reprendre tous ces dossiers. Bien. Mais aujourd'hui, c'est inaudible et c'est quelque part pas moral. Est-ce qu'on est au retour? En tous les cas, est-ce que les frontières, les empires plutôt, qui ignorent les peuples et les frontières sont de retour? Écoutez, vous voyez, Téhéran, grâce à l'arc chiite, aujourd'hui domine un Liban dévasté. Monsieur Erdogan, au nom d'une représentation de l'Empire ottoman, fait la guerre avec l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, en fait, au Haut-Karabakh. Et Monsieur Poutine considère que l'Ukraine, c'est un dominion de son empire. Et puis Monsieur Xi Jinping va peut-être en tirer une idée pour Taïwan. Oui, nous sommes face au retour des empires. Le problème que rencontrent les empires, c'est d'abord, ils sont concurrents entre eux. Vous avez vu comment Monsieur Erdogan cherche à se mêler de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est aussi la Crimée. Et la Crimée, c'était les Tatars. Raison pour laquelle il dit la Crimée, c'est la terre de nos ancêtres. Donc ces conflits-là arrivent vite. Mais je crois qu'ils sous-estiment, ces regains impériaux sous-estiment deux choses. Un, d'abord, c'est que les empires doivent affronter désormais des identités culturelles locales, des nations, des religions qui n'ont plus du tout envie de se laisser domestiquer. Et deuxièmement, qu'il y a dans les peuples, en raison de la circulation de l'information universelle mondiale, il y a dans les peuples une capacité aujourd'hui de dire non, qui est bien plus forte que lorsqu'on pouvait les isoler et les mettre sous couvercle,
comme Poutine est en train de faire avec ces Russes très courageux qui descendent dans la rue. Et cette flamme-là, elle ne s'éteindra pas. Merci Jean-François Colosi. Merci C'était à un vous. plaisir de vous écouter, de vous accueillir ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Merci à vous.